c'est vrai que ça risque d'être jazzy cette semaine. Bonjour Frédéric, parce Bonjour, que demain s'ouvrira le fameux grand débat national. Il se déroulera jusqu'à la mi-mars, partout en France. C'est l'occasion de se pencher sur l'histoire des fameux cahiers de doléances dont on parle beaucoup depuis quelques semaines déjà dans notre beau pays. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces cahiers et qu'est-ce que l'on trouvait déjà depuis la nuit des temps, j'allais dire? J'ai envie de dire que c'est presque un petit peu les mêmes revendications au fil des siècles. Alors, juste un petit mot sur cahier et doléances. Cahier, ça vient de quaternum en latin, qui veut dire carré. Vous voyez, on retrouve le mot carré parce qu'on pliait une feuille en 4 qui formait un cahier, puis on associait plusieurs cahiers pour faire un livre. C'est encore aujourd'hui, ça existe encore sous cette forme. Et puis, doléance, ça vient de dolere, qui veut dire douleur, d'où la plainte, d'où les revendications. On comprend bien le mécanisme. Donc un cahier de doléances ou les cahiers de doléances servent surtout à réclamer quelque chose. C'est en tout cas ce que l'on... Le bien-être. Oui, le bien-être. Et puis surtout, on demande au peuple de s'exprimer. Alors ça n'est plus un référendum, comme on l'avait vu avec le général de Gaulle, qui en avait usé et abusé, mais pour une question, généralement une seule question. Là, il s'agit de faire des propositions. Alors là, il n'y a plus de questions de la part de l'État. Ce sont des propositions faites par le peuple. Alors, ça remonte à très loin, très longtemps, puisque les premiers cahiers de doléances sont liés finalement aux premiers États généraux. Ça remonte au XIVe siècle, 1302, avec la première réunion voulue par Philippe le Bel, qui voulait. Alors en fait, il y avait deux causes qui permettaient aux souverains de décider de réunir les États généraux, c'est-à-dire de réunir le peuple pour savoir ce qu'il pense. Le premier cas, c'était en cas d'augmentation d'impôts. Tiens. Et puis le deuxième cas, c'était est-ce que la nation me suit en cas de guerre ou en cas de problème avec des voisins. Pour Philippe le Bel, il voulait le soutien de la population par rapport au pape dans un combat, une joute. Donc là, on comprend bien l'origine. Et puis, il va y en avoir pendant la guerre de 100 ans, beaucoup. 1614, c'est le derniers États généraux voulus par Marie de Médicis au moment où Louis XIII devient majeur. Et puis alors, plus rien. Sous Louis XIV, sous Louis XV, plus de cahiers de doléances, plus de demande au peuple de savoir ce qu'il veut. Et c'est Louis XVI qui, bousculé par le peuple, c'est là où on se retrouve, bousculé par les gens qui sont dans la rue, qui demandent à pouvoir s'exprimer. Et là, il va proposer une réunion des États généraux en 1788 pour 1789. Vous allez me dire, mais ça prend un temps fou, mais oui. Mais c'est qu'il va falloir élire dans chaque département, qui n'existe pas encore, mais en tout cas dans chaque coin de France, dans chaque bailliage, il va falloir réunir les électeurs. En tout cas, il n'y a que les hommes qui votent, souvenez-vous, il va falloir attendre encore très longtemps pour que les femmes puissent s'exprimer. Et là, il y a les trois ordres, les nobles, les religieux, le clergé, et puis le tiers-État. Le tiers-État, ça veut dire la troisième partie de l'État, c'est-à-dire le peuple, tous ceux qui ne sont ni nobles, ni religieux, à savoir les commerçants, les bourgeois, les paysans qui étaient en très grand nombre. Ils ne savent pas forcément lire, les paysans, entre autres, et puis même les ouvriers, les artisans. Donc, on va dans sa paroisse, et puis on va exprimer ce que l'on souhaite. Ça sera marqué sur ces cahiers de doléances dont on parle tant. Et en voici des exemples et des exemplaires très anciens. C'est dire si ça existe depuis longtemps. C'est donc l'Église qui notait en fait les revendications alors populaires. très souvent. Mais alors, il y avait aussi des gens qui savaient bien sûr, parmi les commerçants, on le comprend, puisqu'il fallait faire des comptes, il y avait des courriers qui étaient donc là, on savait lire et écrire. Donc que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, on allait près de sa paroisse ou près de son bailliage. Puis ces cahiers étaient rassemblés par ordre. Tout n'était pas, c'est-à-dire le clergé ne signait pas en même temps dans le même cahier que le commerçant. Bien sûr. Alors chaque ordre avait ses cahiers. Puis on regroupait tout cela pour en faire 12. Et finalement, une fois qu'on avait réduit, si j'ose dire, on allait jusqu'à Paris, jusqu'à Versailles, et là on les proposait au roi. Alors, il y avait une tonne de documents incroyables. Une quantité absolument incroyable, et tout ce qui revenait le plus souvent, et c'est là où on se retrouve, c'est l'égalité du peuple devant la loi, ça on peut le comprendre bien sûr, et devant l'impôt, figurez-vous, déjà en 1789. Et les fonctionnaires qui lisaient toutes les doléances, ils savaient lire ? Oui. Alors, on pourrait se poser la question. Si on a encore une seconde, juste pour vous montrer la réunion des États généraux. On a une gravure qui représente tous les députés réunis. Le roi est tout au fond. Il a à sa gauche les nobles, à sa droite, à lui, le clergé, et face à lui, le tiers-État. Quand il commence à ouvrir les débats, il dit un mot, puis une fois qu'il a terminé, il remet son chapeau. À ce moment-là, les nobles et le clergé remettent le chapeau, puisque c'était la règle. Et que fait le tiers-État ?
l'État, c'est-à-dire le peuple, les élus du peuple, ils remettent leur chapeau aussi, chapeau, casquette. Et là, du coup, il y a un vent de folie parmi le clergé et le roi. Qu'est-ce qu'il décide? Il décide à ce moment-là de retirer son chapeau pour que tout le monde soit à égalité. Déjà, les premières revendications, le premier jour, à la première heure, je rappelle juste que 1789, c'était il y a 230 ans. Toc, merci beaucoup. Merci Frédéric, très intéressant.